La revue de presse sur Europe 1 avec Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour. La France sera-t-elle un jour libérale ? Avant de mourir en 2022, Gorbatchev, le dernier tsar de l'URSS, avait eu cette phrase formidable. La France est le seul pays communiste qui a réussi. Parole d'expert en matière de communisme, moins en matière de réussite, car force est de constater, au regard de notre situation économique actuelle, qu'il avait tort. En fait, et pour répondre à votre question, Jacques, oui, le peuple français deviendra libéral, mais pas avant d'avoir fait faillite. C'est en tout cas ce qu'explique de manière assez brillante l'essayiste Mathieu Laine dans le Figaro ce matin. L'histoire l'a démontré, les peuples ne deviennent libéraux qu'après la banqueroute. Ce fut le cas en 1979 lors de l'accession de Margaret Thatcher au pouvoir dans un Royaume-Uni, alors devenu l'homme malade de l'Europe, écrit-il. Les États-Unis d'avant Reagan étaient dans un enlisement comparable. Après 40 ans de péronisme, l'Argentine, enfin d'avant Milei, était dans un état bien pire encore. Ces peuples ont tous en commun d'avoir trop goûté aux généreuses promesses du socialisme qui se solde toujours par un échec. Est-ce à dire qu'il faut espérer la faillite de la France, Olivier ? En fait, Jacques, elle est déjà là. Comptablement, la France est déjà en faillite, affirme Laine. Certes, trop peu de Français s'en rendent compte, tant la drogue de la dette et d'échecs faciles anesthésie le patient. Mais les Français commencent à s'en apercevoir quand ils vont aux urgences, subissent l'insécurité, constatent la dégradation des services publics ou lisent le classement de nos performances comme le bas de leur fiche de paie. Voilà, vous lirez ça dans le Figaro. Et puis, une fois cette chronique digérée, vous lirez peut-être un peu différemment les papiers sur le programme socialiste pour la présidentielle. On en connaît désormais les grandes lignes. Taxer les riches, taxe Zuckman, hausse du SMIC, retraite à 62 ans. Tiens, c'est plus 60. Et puis, cerise sur le gâteau, le projet des sbires d'Olivier Faure nous promet l'avènement d'un service public du beau et du calme pour vivre libre. À noter Yves Tréhard du Figaro. Bref, un programme qui n'a pas de prix puisqu'il n'est évidemment pas chiffré. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a plaidé pour l'extension de l'exception Notre-Dame. Oui, l'info fait la une des Échos, notamment. Alors, ça demande un tout petit peu d'explication. Le président de la République, qui souhaite accélérer la réindustrialisation du pays, souhaite que l'on s'inspire du chantier de Notre-Dame. Afin d'accélérer sa restauration, on avait autorisé de multiples simplifications administratives, exemptions de réglementation environnementale, raccourcissement des délais légaux, idem pour les chantiers olympiques de Paris 2024. Rien ne justifie que nous ne soyons capables de reconstruire Notre-Dame en 5 ans, a expliqué Macron, mais incapables de bâtir un poulailler dans le même délai et d'annoncer ainsi 150 projets stratégiques qui pourront bénéficier des mêmes passe-droits. Tant mieux pour eux, mais quand on réfléchit un instant, cela signifie que le président de la République reconnaît que notre redressement industriel passe par le contournement de lois, de décrets, de normes fabriqué par l'État et l'administration qu'il est censé diriger. Mais pourquoi ne pas aller au bout de l'idée, s'époumonne Olivier Bacusa à la une de l'Opinion? Pourquoi ne pas s'attaquer en amont à ces lois ambiguës, bavardes, insuffisamment préparées, écrit-il, et de rappeler qu'une loi sur deux n'est jamais appliquée faute de décret? Que faut-il attendre? Peut-être que nous soyons déclarés officiellement en faillite. Peut-être. Quoi d'autre dans la presse, Olivier ? L'exception Deliveroo et Uber Eats maintenant. C'est à la une du Parisien. 4 associations de coursiers qui alimentent les bobos en sushi et autres salades de quinoa accusent ces plateformes de traite d'êtres humains. Le journal avait déjà publié un long reportage sur les conditions de travail particulièrement indignes de ces forçats du bitume qui traversent la ville sur leur vélo avec leurs glacières accrochées à la va comme je te pousse, des étrangers à 98%, majoritairement sans papier, donc évidemment facilement exploitables. Ils travaillent en moyenne 63 heures par semaine pour un tarif horaire de 6 €. Enfin, 1 800 000 maintenant, ça c'est le prix de la rénovation du Pont des Arts à Paris, il y a 3 ans. Le Pont des Arts, bien connu de tous les Parisiens et de tous les amoureux du monde entier, qui viennent s'y rouler des galoches depuis l'invention du bisou, cette passerelle au-dessus de la Seine qui relie le Louvre à l'Institut a été refaite à grand prix avec bois exotique du Bilinga qui devait durer 30 ans. Eh bien, moins de 3 ans plus tard, il tombe en ruine. Les planches se détachent, raconte Paul Abran du Parisien. Mercredi matin, des potrons minaient, des agents de la ville étaient la visseuse à la main pour tenter de le rafistoler. Alors, que s'est-il passé ? Évidemment, chacun se renvoie la patate chaude, ou plutôt la planchette de Bilinga vermoulue, mais en définitive, la mairie de Paris a trouvé le responsable. Les vélos. La passerelle serait trop fragile pour le passage des cyclistes, sans doute des Deliveroo. Voilà, entendre la mairie de Paris qui s'en prend désormais au vélo, c'est probablement après Notre-Dame
l'exception Pont des Arts. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, 1,8 million, vous avez dit, pour la rénovation du Pont des Arts, pour 3 ans, ça fait cher au mois la Ça fait rénovation. 600 là, 000 balles par an. les gens foutent et les gens propres. T'as vu, c'est je calcule bien. Eh oui, vous êtes un rapide. À vélo aussi. Et un bisou. Merci Olivier Delagarde.